Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il est bon de faire le point sur l'épidémie de coronavirus. Vous êtes épidémiologiste, je le rappelle, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, chercheur à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique. Votre avis nous intéresse. Vous êtes là régulièrement avec nous le matin et je vous en remercie à peu près tous les mois pour faire le point sur la situation. Alors aujourd'hui, ma question est très simple. Est-ce que la situation épidémique s'aggrave ? Alors, la situation épidémique pour la France, en fait, traduit deux phénomènes distincts. Un qui est lié au virus de 2020, qui est le virus qu'on connaît, qui a été responsable de la première et la deuxième vague, sur lequel on a quand même appris les mesures qui permettaient de contrôler sa diffusion. Et avec les mesures en place aujourd'hui, qui sont le couvre-feu, qui sont une fermeture d'un certain nombre des grandes surfaces, de très grandes surfaces, je dirais, et tout ce que vous connaissez, les gestes barrières, on arrive à le contrôler. Les fêtes de fin d'année qu'on redoutait se sont bien passées. Et là, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est important de comprendre que c'est parce que, justement, on a parlé du risque qu'elle représentait et des moyens de se protéger et que la plupart des Français ont respecté ces recommandations qu'on a réussi à éviter cette flambée. Donc c'est vraiment un message fort pour dire que la prévention, la communication, ça peut marcher. Ça, c'est le virus de 2020. Malheureusement, et j'en ai parlé la dernière fois où je suis venu ici, existe aussi ce qu'on appelle le variant anglais, qui a touché très fortement la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Portugal, qui est arrivé en France décembre, très petite quantité, qui était à 3% de tous les cas positifs le 8 et 9 janvier, qui est à 14% des cas positifs le 27 janvier et qui montre bien que lui est en croissance. Et c'est lui qui nous inquiète. 27 janvier, nous sommes en février, nous sommes le 8 février. Il continue à progresser. Voilà, s'il a continué sur le même rythme, on est aujourd'hui à peu près à 20%. 20%. Et cette constatation, tous mes collègues européens la font. Ce virus variant anglais, dont on sait qu'il est 50% plus transmissible que le virus de 2020, malgré des mesures à peu près identiques dans tous les pays européens, continue sa progression. Nous sommes donc sous la menace des variants. Professeur Fontanet, ça veut dire quoi? Que tout va dépendre maintenant de la progression de ces variants. Est-ce que nous avons les résultats définitifs de la nouvelle estimation? Vous les avez ou pas? Pas définitif, mais l'ordre de grandeur est bon. L'ordre de grandeur, c'est-à-dire? On avait dit 14%, ça va peut-être un tout petit peu moins, mais il faut rajouter aussi le variant sud-africain. On est vraiment dans cette fourchette-là. Bien, vous m'avez parlé de 20% quand même. Alors 20% serait pour aujourd'hui, si on continue au même rythme, parce que 27 janvier, vous rajoutez une semaine, vous arrivez à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les semaines qui viennent sont décisives. Alors les semaines qui viennent sont décisives, et vraiment l'indicateur à suivre, c'est quelle est la progression du variant anglais. Tout ce qu'on fait contre le variant anglais, qui est plus transmissible, sera d'autant plus efficace sur le virus de 2020. Et donc celui vraiment qui va dicter la marche à suivre, c'est le variant anglais. Oui, mais professeur Fontanet, je vous ai lu hier dans le journal du dimanche. Expliquez-nous, pourquoi dites-vous que le variant anglais deviendra majoritaire début mars? C'est simplement parce que lui, il progresse. Alors, si on pense que sur le virus 2020, on a un R, nombre de reproduction à 1, c'est-à-dire que voilà, on est à une stabilité. Avec le variant anglais, on est à 1,5. Ça veut dire qu'il progresse de 50% par semaine. Alors, si vous prenez le nombre de cas qu'on avait au 7-8 janvier, quand on a fait la première enquête, et vous rajoutez 50% par semaine, on tombe pile aux 14% qu'on avait le 27 janvier. Et si on continue ainsi, on se rend compte que le variant anglais, à la mi-février, sera à 30-35%. Et autour du 1er mars, sera devenu majoritaire. Donc mars sera bien difficile. Si je vous comprends bien. Hein, si on continue sur la même trajectoire. Si on continue sur la même trajectoire. Si on continue sur la même trajectoire, un reconfinement est inévitable. Alors ce qu'il faut voir, c'est si les mesures qui ont été prises, donc qui ont été rajoutées au couvre-feu à 18h, vont marcher. S'il y a peut-être une mobilisation de la population qui prend conscience du risque que pose ce variant anglais et du coup devient encore plus attentive par rapport à la distanciation sociale et les gestes barrières. Puis il y aura l'effet des vacances, puisqu'on part en période de vacances. Donc on va avoir tour à tour 15 jours de vacances dans les différentes zones. Professeur Fontanet, vous me dites que partout en Europe, le phénomène est le même que celui que nous connaissons. Partout en Europe, ça veut dire où? Dans quel pays? Les pays avec lesquels j'ai pu donc échanger la semaine dernière, c'était
l'Espagne, Suisse, il y a les Danois, les Belges, les Néerlandais. Les Allemands sont les seuls qui actuellement ont une maîtrise. Pourquoi ? Ils sont en confinement strict depuis le 5 janvier, mais vraiment strict. Donc les Allemands maîtrisent ces variants, et notamment le variant anglais, parce qu'ils sont en confinement strict depuis le 6 janvier ou le 5 janvier. 5 janvier, voilà. Mais les Allemands peuvent se permettre un confinement strict sur une longue période parce qu'ils ont beaucoup moins souffert. Ça veut dire que pour maîtriser... En 2020. Oui, j'ai compris. En 2020, c'est vrai qu'ils ont moins subi économiquement que nous. Voilà. Ça veut dire quoi, professeur Fontanet ? Ça veut dire que si nous étions en confinement strict, nous pourrions maîtriser ces variants anglais. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous les pays qui ont été durement touchés, donc là je parle du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Portugal, quand ils sont passés en confinement strict, ont réussi à maîtriser la progression du variant anglais. Malheureusement, ils n'avaient pas réussi auparavant. Il faut savoir que l'explosion des cas en Irlande et au Portugal a pu être favorisée par les fêtes de fin d'année. C'est la mauvaise combinaison rencontre du variant anglais, fêtes de fin d'année. La bonne nouvelle, c'est que quand ils ont mis en place un confinement strict, la chute des cas a été très rapide. Irlande et Portugal, et ça laisse penser qu'il y a peut-être une toute petite marge de manœuvre entre un confinement strict et ce que nous vivons aujourd'hui. Entre le confinement strict et ce que nous vivons aujourd'hui, mais y a-t-il des mesures possibles, hein ? Toute la question est là, parce que aujourd'hui, ce sera les écoles et les commerces, quoi. C'est par là que les écoles et les commerces. C'est là que ça va se jouer, et voilà. Donc il faut, en tout cas. Il était extrêmement difficile. Non, mais ça veut dire quoi ? Je vais être très clair. Ça veut dire que le gouvernement a fait un choix politique, hein, évidemment, et en pensant à la santé mentale, notamment de la population. A fait un choix de ne pas confiner strictement comme l'ont fait les Allemands. Si nous avions confiné strictement, nous serions à l'abri de ces variants ou pas ? Alors, un confinement strict, on le voit, marche, et ramènerait en 4 à 6 semaines le niveau de circulation du virus à un niveau bas. En 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines de confinement ramènerait le niveau de contamination très bas. Si le confinement est accepté et respecté, et à partir de là, quand vous avez un nombre de nouveaux cas par jour qui est de quelques milliers seulement sur le territoire français, des mesures comme ce qu'on appelle tester, alerter, protéger, hein, qui était tester, tracer, isoler, redeviennent possibles parce que vous avez quelques milliers de personnes à gérer et à isoler, et non pas 20 000, 30 000 chaque jour, ce qui aujourd'hui est quand même beaucoup. Oui, mais on entend aussi ceux et celles et ceux qui disent il faut ouvrir les musées, il faut ouvrir les théâtres, il faut ouvrir les stades. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de le faire, Arnaud Fontanet ? Alors, j'ai envie de dire, si nous avions été avec le virus de 2020, ce sont parmi les premières propositions, je pense, hein, je ne peux pas parler au nom du conseil scientifique, qu'il faudrait faire. Mais je crois qu'on avait tous là-dessus une véritable volonté de réouvrir certains lieux, dont des études comme celle qu'on a menée, l'étude Comcor, montrent qu'il n'y a pas de risque. Je vais y revenir parce que vous avez de nouveaux résultats. Qu'il n'y a pas de risque augmenté dans des lieux culturels, par exemple. Maintenant, avec cette situation extrêmement volatile du variant anglais, je pense qu'on est quand même obligé d'observer. Donc, vous l'avez compris, le gouvernement... Donc le variant anglais nous empêche d'ouvrir quoi que ce soit. Il nous oblige à une extrême prudence. Oui. Le gouvernement a fait le choix de préserver l'économique, le social, le scolaire, parce qu'il faut... Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. On est tous épuisés par ces répétitions de confinement. Les enfants ont quand même aujourd'hui, on le voit, notamment dans le primaire, des difficultés d'apprentissage. Il y a des problèmes de santé mentale, vous l'avez dit, notamment chez les enfants. Et puis il y a une situation économique qui est quand même aurait beaucoup de mal à se remettre d'un 3e confinement. Donc on est sur une ligne de crête. L'essentiel pour moi, c'est de suivre très très près la progression du variant anglais. Si on voit que ça tient, pourquoi pas. Si on voit qu'il continue sur la même progression, il faudra à un moment ou à un autre passer à des mesures plus dures. Oui, je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique. Ce sont les propos que vous tenez devant les responsables politiques, et notamment le président de la République. Ça veut dire quoi ? Je me mets à la place de toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Ça veut dire que nous avons 2 mois à tenir ? Alors, Arnaud Fontanet ? Il va se passer dans les 4 à 6 semaines qui viennent... Oui. Des choses, on va voir comment évolue le variant anglais. Prenons le scénario noir où il continue sa progression. À ce moment-là, des mesures plus dures qui seront un confinement ou quelque chose qui y ressemble seront prises. Et on devrait, si ces mesures sont acceptées et respectées, reprendre le contrôle sur la circulation du virus, puisqu'on ramènera le nombre de cas à quelques milliers par jour. Là, le tester, tracer, isoler ou tester, alerter, protéger se remet à fonctionner. Ce sera difficile néanmoins parce qu'à ce moment-là, 100% des souches seront devenues le variant anglais sur le territoire français. C'est-à-dire que quand on sortira de confinement, on sera devant un virus extrêmement transmissible. Et là, il faudra faire la soudure
avec le moment où, d'une part, avec les vaccins, on aura réussi à protéger les plus fragiles, et d'autre part, les beaux jours, ou au moins le printemps revient, parce qu'il y a quand même un facteur climatique dans la circulation de ce virus, et on peut espérer qu'avec le printemps, la pression de circulation sera moins forte. Donc il y aura vraiment, je pense, autour de mars-avril, 2 mois difficiles. Et puis après, avec le retour des beaux jours, avec une proportion plus importante des plus fragiles vaccinés, j'espère qu'on bouge, on évoluera vers 2 mois difficiles à vivre. Situation, voilà, plus si j'ai bien compris, mars-avril, quoi. Mars-avril, pour moi, je pense, seront les mois sous tension. Et j'espère que dès mai, on commencera à voir l'effet conjugué du climat et des vaccins. Oui, le problème, le développement du variant anglais chez les jeunes. Est-ce qu'on constate qu'il se développe plus vite? Il circule de la même façon dans toutes les classes d'âge. Les collègues anglais sont maintenant assez catégoriques là-dessus. Et des formes plus sévères constatées? Alors possiblement, hein, il y a des publications maintenant qui viennent du Royaume-Uni qui nous laissent entendre qu'il serait 30% plus létal, donc la mortalité sera plus importante qu'avec le virus 2020. C'est pas ce qui est le plus important quand on y réfléchit, parce que le fait qu'il soit 50% plus transmissible par le nombre de cas qu'il génère aura plus d'impact en termes de morbidité sévère et de mortalité que le fait qu'il soit plus létal comparé au virus 2020. Alors le problème aussi, le danger, c'est qu'on s'est habitué maintenant à cette épidémie. Enfin, on s'est habitué tant bien que mal à cette épidémie, au nombre de malades, au nombre de décès. Est-ce qu'il faut maintenir tous les déplacements en France ? Alors c'est une question... Parce que certains parlent de confinement localisé. Voilà. C'est une question intéressante, parce que quand on compare un peu ce qui se fait entre les pays, on verra par exemple que les Espagnols et les Italiens interdisent ou limitent beaucoup plus les déplacements interrégionaux. Bon, les Allemands, la question ne se pose pas, puisque vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 km de votre domicile. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qu'on a peu utilisée et qui reste peut-être dans les cartes à jouer. Il y en a une autre que les Italiens utilisent aussi, qui est l'établissement de zones de différentes couleurs et qui font que les mesures varient selon le niveau d'incidence. Oui, on ouvre les restaurants ou les bars dans certains endroits. Donc je pense qu'il y a effectivement des modalités de contrôle de l'épidémie. On devrait faire ça ? Est-ce qu'on devrait faire ça en France ? C'est très difficile de répondre en une phrase parce que tout dépend finalement de l'homogénéité de l'épidémie sur le territoire. Et aujourd'hui, l'épidémie est homogène ? En tout cas, par rapport au virus en général, il y a des zones plus touchées, c'est l'Est de la France comparé à l'Ouest. Au variant anglais, il est plus en Île-de-France et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peut-être qu'on pourrait gagner, mais franchement, ce sont des mesures difficiles à prendre et les travaux de modélisation pour arriver à conclure donnent effectivement des informations qui ne sont pas toutes les mêmes. Est-ce qu'il y a de nouveaux variants qui sont découverts en ce moment? Est-ce qu'il y a un variant français, par exemple, qui aurait été découvert? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de variant français. Il y a un variant en Afrique du Sud, que l'on connaît bien, un variant au Brésil. Tous deux ont émergé dans les mêmes conditions. C'est deux pays où la proportion de la population infectée était très élevée et où finalement, face à cette immunité populationnelle importante, le virus a trouvé comme échappatoire une mutation sur sa protéine de surface qui lui permettait de finalement continuer à diffuser. Alors ce variant sud-africain, on le retrouve un petit peu en France. Pour l'instant, il est bien contrôlé. Il faut surveiller quand même l'évolution du variant anglais parce qu'on a vu en Angleterre cette mutation supplémentaire qu'a le variant sud-africain pouvait apparaître sur un fond de variant anglais. Donc là encore, beaucoup de prudence. Professeur Arnaud Fontanet, le conseil scientifique va être en partie renouvelé, j'ai vu. Oui. Hein, quelle utilité maintenant du conseil scientifique? Toujours utile? Eh bien, je ne vous cacherai pas que... Alors, dans l'histoire, rappelez-vous, en juillet, on avait demandé à ce que on rende les clés et puis qu'un nouveau groupe soit constitué. Ça n'a pas été possible avec le changement de gouvernement, etc. On s'est retrouvé depuis pris dans la tourmente de la deuxième vague et puis maintenant d'une troisième vague possible. Donc oui, on est toujours, je pense, en mesure, par tous les contacts qu'on a avec... notamment, par exemple, nos réunions du conseil scientifique sont l'occasion pour nous d'inviter des collègues qui viennent nous parler de domaines dans lesquels on n'est pas nécessairement expert et qui sont pas nécessairement du champ sanitaire, par exemple. Je crois qu'on a maintenant une expérience cumulée importante, qu'on continue de jouer un rôle. Si, par exemple, on était revenu avec un virus 2020 classique et puis des vaccins qui étaient en train d'être déployés, je pense que là, on aurait pu dire le conseil scientifique n'a plus beaucoup d'importance puisque tout est dans la mise en route de la vaccination. Avec cette problématique le variant anglais vous a redonné de la vie, si je puis dire. Bien malgré nous, croyez-moi. Bien malgré vous, mais c'est vrai qu'il a changé la donne d'un point de vue scientifique et que là, l'expertise qu'on apporte, à mon avis, reste utile. Alors, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur et vous avez participé à cette étude pour l'Institut Pasteur sur les lieux de contamination. Où se
contamine-t-on le plus en France? Alors, cette étude, on l'a répétée 3 fois. Voilà. Mois d'octobre, mois de novembre, puis on a Et la fait dernière. mi-décembre, mi-janvier, puis on continue. On continue. C'est une étude qui a vocation de durer. Bon. Donc, elle nous a permis d'apprendre que finalement, les gens se contaminaient d'abord dans les réunions privées, famille et amis. Ils se contaminaient dans les réunions professionnelles au bureau. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé que, alors que l'augmentation du risque était importante au mois d'octobre, ça diminuait au mois de novembre. Et c'est devenu quasiment nul au mois de décembre-janvier, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même dans les bureaux probablement une meilleure prise en compte des gestes de protection. On se contamine dans les bars, les restaurants et les salles de sport, ça c'était au mois d'octobre, quand ils étaient encore ouverts, et ça c'est ce que retrouvent aussi toutes les études internationales. Et puis on se contamine, et c'est important, dans les voitures, en covoiturage. Et quand vous reprenez tout ça, vous réalisez finalement qu'on se contamine dans les lieux fermés quand on ne peut pas respecter les gestes barrières. Et les commerces, et les lieux de culte, et les transports en commun. Eh bien justement, comment se fait-il qu'on ne se contamine pas? Eh bien, moins. En tout cas, on n'a pas détecté d'augmentation de risque dans ces lieux que vous citez. Les transports publics, c'est le métro, le tram, bus, le train. C'était les commerces, toute nature de commerce. Et c'était effectivement les lieux culturels ou les lieux religieux. Et l'analyse qu'on en fait, c'est que vraisemblablement, dans ces endroits, vous pouvez garder le masque. Et vous pouvez respecter les gestes barrières beaucoup plus facilement. Dès que pour une raison ou une autre, vous êtes amené à enlever votre masque et que les gestes barrières ne sont plus aussi strictement respectés, malheureusement, le virus se transmet. Donc l'étude a quand même beaucoup de cohérence. Et dans les établissements scolaires? Alors dans les établissements scolaires, ce que nous on a observé, l'étude elle n'est pas positionnée dans les établissements scolaires. On sait que le virus il circule, beaucoup d'études le montrent. Il n'est pas responsable d'épidémies majeures, mais il circule. Le problème, finalement, il n'est pas tant pour les enfants qui, pour l'immense majorité, heureusement, font des formes bénignes. Il n'est pas tant pour les enseignants qui, jusqu'à présent, ont réussi à se protéger. Et là aussi, les enquêtes internationales le montrent. Il est plus pour les familles, quand un enfant revient, parce que vous ne respectez pas les gestes barrières dans votre famille. Et là, on s'est rendu compte qu'avoir un enfant au lycée, avoir un enfant au collège, avoir un enfant en maternelle ou en crèche, augmentait votre risque d'être infecté. Et pas à l'école primaire. Et pas l'école primaire. Et là encore, c'est intéressant parce qu'on l'a beaucoup entendu. Les enfants de 10 ans seraient moins susceptibles à l'infection, ça on en est quasi sûr. Probablement moins contagieux, ça c'est un petit peu moins sûr. Et de fait, les enfants du primaire pourraient représenter un moindre risque pour leurs parents, alors que des enfants de maternelle et de crèche, c'est des tout petits, vous les collez, vous les prenez dans vos bras et tout, et là forcément la transmission a lieu. C'est important parce qu'on sait que fermer les écoles primaires, c'est probablement ce qui a de plus d'impact psychologiquement sur les enfants. C'est là où les retards scolaires, notamment dans les milieux défavorisés, s'accumulent. Et on sait qu'avec le collège et le lycée, on a un peu plus de latitude parce que les enfants peuvent apprendre à distance. Arnaud Fontanet, quelques mots sur les vaccins et les traitements. Les vaccins, est-ce que l'apparition de ces nouveaux variants pourrait anéantir l'efficacité de la vaccination? Alors c'est en tout cas une inquiétude. Heureusement, par rapport aux variants anglais, on sait aujourd'hui que les vaccins qui sont actuellement déployés sont efficaces. Le variant sud-africain qui modifie la protéine de surface ou le variant brésilien, lui, déjà dans les tubes à essai ou les cultures de virus, on voit que l'efficacité de ce vaccin, des vaccins contre le variant sud-africain diminue. Et il y a eu des expériences grandeur nature avec des essais cliniques des vaccins qu'on utilise en Afrique du Sud. Et là, les résultats sont mitigés. On se rend compte quand même qu'on a moins bonne efficacité contre le variant sud-africain. Ça veut dire que, d'ailleurs, l'Afrique du Sud suspend AstraZeneca. Alors AstraZeneca, sur les formes modérées, etc., effectivement, l'efficacité a beaucoup diminué. On ne sait pas par rapport aux formes sévères, parce qu'ils n'avaient pas eu de... L'essai n'était pas conçu pour pouvoir l'examiner. La seule bonne nouvelle, c'est qu'avec le vaccin de Johnson & Johnson, on a effectivement, contre les formes sévères, avril je pense plutôt, contre les formes sévères, on avait 89% de protection. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire que le vaccin resterait efficace, en tout cas contre les formes sévères, peut-être pas contre la transmission. Donc le vaccin, c'est la solution. Donc le vaccin reste la solution. Et voilà, on va avoir 2 mois difficiles, mars-avril. Espérons pour mai-juin qu'avec les vaccins et le retour des beaux jours, et j'ai une dernière question sur les traitements, parce que j'entends, je lis de tous les côtés qu'il y a des traitements formidables qui permettent de guérir, de soigner, de traiter le coronavirus. Ça existe ou pas? Franchement. Alors pour l'instant, est-ce qu'il y a des traitements efficaces? Je pose la question directement, bien sûr. Arnaud Fontanet. Les seuls traitements dont on sait maintenant qu'ils sont efficaces, ce sont les traitements par anticorps monoclonaux. On préfère les cocktails, c'est plusieurs anticorps qui ont donc plusieurs cibles.
Et simplement, il n'y en aura pas en très grande quantité. Ils sont très chers. Et leur efficacité va peut-être être mise en question, hein, partiellement, par les variants. Donc tout ça est à nouveau étudié. L'autre difficulté, c'est qu'il faut les donner très tôt. C'est-à-dire qu'il faut les donner quand vous avez vos premiers symptômes. Or, s'il fallait traiter toutes les personnes qui ont des premiers symptômes, c'est évidemment énorme. Donc il faut cibler les personnes à risque de complications. Et donc, c'est un traitement qui ne sera pas très facile d'utilisation. À part ces traitements monoclonaux, il n'y a rien d'autre. Alors, il y a des pistes vers l'interféron, notamment l'interféron par voie bêta, par voie intranasale ou autre. Hein, approchant, il y avait eu un essai intéressant qui a été publié l'année dernière, qui reprend maintenant. Oui. Et puis, sur le reste, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose émerger. Mais bon, les recherches continuent intensément. Merci beaucoup, Arnaud Fontanet, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Merci à vous tous. Il est 8h54.